Au cours de la journée, les chevaux effectuent divers exercices pour entretenir leur hygiène ainsi que leurs conditions physiques. Par exemple, après être restés longtemps allongés, les chevaux ont pour habitude de s'étirer et de se dégourdir les jambes. Les poulains, comme les chevaux adultes du reste, cherchent en se faisant à maintenir en bon état leurs ligaments, leurs muscles et leur peau. En général, ils commencent par dégourdir leurs antérieurs, puis leurs postérieurs, avant d'étirer la nuque et l'encolure vers l'avant. Ils finissent en cambrant et en étirant leur colonne vertébrale. Il arrive aussi qu'ils bâillent pour étirer les muscles des joues et des ganaches. Certains poulains, tout de suite après s'être allongés, étendent leurs jambes pour éviter d'être gênés au cours de la nuit par les tiraillements de peau. Les phases d'étirement peuvent également être isolées. On peut en effet voir un cheval bâiller ou agiter sa queue sans forcément qu'il se soit étiré juste avant, et inversement. Pour le cheval, s'étirer et se dégourdir les membres est un signe de bonne santé, car ces automatismes disparaissent complètement lorsque le cheval est malade ou sujet à des douleurs. Et de la même façon, lorsqu'ils réapparaissent, ils indiquent clairement que le cheval va mieux. Les poulains s'étirent en moyenne 30 à 40 fois par jour. On pense que cela leur permet de compenser les courbatures et les raideurs auxquelles sont sujets leurs muscles et leurs ligaments lorsqu'ils dorment dans des positions repliées. Et les poulains passent beaucoup de temps à dormir. Les chevaux aiment aussi se gratter pour prendre soin de leur peau. Lorsqu'ils vivent en liberté et en harde, ils affectionnent tout particulièrement le grattage mutuel. L'encolure, les épaules et le dos sont les parties les plus inaccessibles et par conséquent, celles qui nécessitent le plus un toilettage et un grattage mutuel. Placés l'un à côté de l'autre, pratiquement tête bêche, les chevaux se grattent réciproquement l'encolure, le dos, le garrot, avec le bout de leurs lèvres et de leurs dents. Mais le cheval peut et sait aussi se gratter tout seul. Il peut ainsi atteindre sans difficulté ses antérieurs, ses postérieurs et son poitrail pour se nettoyer ou pour soulager des démangeaisons provoquées par les mues de saison ou les piqûres d'insectes. Toutefois, si le cheval présente un prurite intense, c'est souvent le signe d'une affection de la peau ou encore de la présence de parasites. Dans un cas comme dans l'autre, il est conseillé de consulter un vétérinaire pour un traitement adapté. L'autre moyen très courant pour les chevaux de se frotter et de se gratter, c'est de se rouler par terre. En basculant d'un côté puis de l'autre et en restant en équilibre sur le dos, le cheval utilise toute la surface du sol pour se frotter et se frictionner, ce qui lui procure un plaisir non dissimulé. Quand il se relève, il s'ébroue pour se débarrasser de la poussière et de la saleté, restée accrochée à ses poils. Mais les chevaux se roulent aussi par terre pour s'essuyer. Après s'être frictionnés et nettoyés, ils se mettent en quête d'une zone où la terre est bien remuée pour pouvoir s'y rouler. La terre absorbe l'humidité et permet donc aux chevaux de se sécher. Le sens du toucher est extrêmement efficace chez les chevaux. Ils sont capables de sentir une mouche ou un insecte qui se pose sur leur corps, quel que soit l'endroit. Et à la différence d'autres animaux, ils sont en mesure de chasser ces visiteurs indésirables grâce à leurs muscles paussiers. En frémissant par réflexe, ces muscles éloignent les insectes de leur peau. La crinière et la queue, en s'agitant, remplissent également ce rôle. Il n'y a donc aucune raison de couper la queue d'un cheval, car cela le prive d'un moyen d'autodéfense tout à fait essentiel. Ceux qui agissent de la sorte ignorent sans doute que les insectes gênent considérablement les chevaux et peuvent les rendre nerveux, en particulier dans le cadre d'un concours ou d'une course. Lorsqu'ils crottinent, les chevaux font toujours attention de ne pas se salir, en adoptant une position tout à fait singulière. Si les chevaux ne sont pas forcément très pudiques, ils sont en revanche très sensibles aux odeurs,
l'odeur de leur crottin et celle d'ammoniac dégagé par leur urine leur sont très désagréables. C'est la raison pour laquelle il faut veiller à nettoyer et à changer régulièrement la litière du box. Cela permet au cheval de s'allonger et de se reposer en toute tranquillité, chose qui lui est difficile sur une litière souillée. Lorsqu'un cheval prend soin de son corps à travers la toilette et divers exercices, cela signifie qu'il se porte bien. En revanche, s'il semble perturbé ou affaibli et que son poil est terne ou décoloré, il est possible qu'il soit malade. N'oublions pas que l'homme a lui aussi tendance à accorder beaucoup moins d'importance à son apparence et à son hygiène lorsqu'il est malade ou déprimé. Il faut donc veiller attentivement à l'état de son cheval. Dans la partie basse des membres du cheval, à l'endroit précis où l'angle de la jambe s'incline pour descendre vers le sabot, se trouve l'articulation du boulet. Le boulet présente une forme arrondie et un diamètre plus large que le canon. Il permet le passage de ligaments, de tendons et de nerfs qui se croisent et descendent jusque dans la structure interne du sabot. L'articulation du boulet est maintenue par une enveloppe étanche, la capsule articulaire. Son rôle est essentiel, car le liquide synovial qu'elle contient permet de réduire la friction des surfaces articulaires. L'inflammation du boulet est due à une production excessive de liquide synovial, lequel s'accumule sous la peau et dans l'articulation. Elle peut être provoquée par un défaut d'aplomb, un traumatisme ou bien un exercice trop éprouvant. Au toucher, on peut sentir sur la face postérieure inférieure du boulet la pointe d'un appendice corné, vestige des anciens doigts que le cheval a perdus au cours de son évolution. On peut donc le toucher, mais il est souvent difficile de l'apercevoir, car il est recouvert par les fanons, ces touffes de poils qui permettent de faire glisser l'eau et la sueur vers le sol, et non pas sur les pâturons, laissant ainsi le sabot au sec. C'est le boulet qui marque le début de l'extrémité des membres, ce que l'on appelle communément le pied du cheval, qui est constitué de 3 os correspondant à autant de phalanges. Cette zone joue un rôle prépondérant dans l'amortissement des allures, car le pied se lève et s'abaisse à chaque mouvement grâce à l'action des tendons extenseurs et fléchisseurs. Lorsque le pâturon, autrement dit la partie située entre le boulet et la couronne du sabot, est long, cela favorise l'amortissement des allures, qui sont elles-mêmes généralement très douces, pour le plus grand confort du cavalier. Cependant, un pâturon trop long augmente le risque de claquage et de distension des ligaments, en raison de la tension exercée sur les tendons fléchisseurs au moment de recevoir le poids du cheval. Il est donc très important de protéger les boulets du cheval, notamment lorsque les pâturons sont trop longs ou trop inclinés. En effet, les boulets descendent alors fortement à chaque posée et peuvent même toucher le sol en cas d'appui excessif. Lors de la flexion, lorsque les antérieurs se soulèvent, un pâturon trop long a tendance à laisser aller le sabot trop en arrière. Dans ces cas-là, il se peut que la pince du sabot postérieur, en se lançant en avant, vienne heurter le pied antérieur. Les éleveurs de chevaux, dits de travail, privilégient généralement les spécimens avec des pâturons assez courts. Les allures sont certes moins amorties, parfois même un peu raides, mais les pâturons sont rarement soumis, dans le cas précis de ces chevaux, à des efforts excessifs et des mouvements extrêmes, ce qui limite le risque de descente du boulet. En revanche, chez des chevaux dont le pâturon est trop court, les allures sont raides et sèches, donc inconfortables. L'amortissement est quasi nul, ce qui a pour conséquence d'accroître la répercussion des chocs transmis aux articulations
et au reste du corps. Dans ce cas, le cavalier a une sensation de martèlement sous la selle et le risque d'inflammation des articulations est plus grand. Le pâturon finit là où commence le sabot, autrement dit au niveau de la couronne à l'avant et sur les côtés et du talon à l'arrière. Cette zone est richement innervée et vascularisée, notamment par l'intermédiaire des nerfs digités et des artères digitales, qui stimulent et favorisent la croissance du sabot. Cette innervation rend le pied du cheval particulièrement sensible, surtout lorsque se produisent des fentes accidentelles du sabot que l'on appelle des sèmes. Il est également essentiel d'analyser la longueur des pâturons au repos et l'angle qu'ils forment avec le sol. Lorsque le pâturon est trop long ou trop incliné, autrement dit que l'angle est trop important, le cheval est dit long jointé. Au contraire, si le pâturon est trop court ou insuffisamment incliné, on dit que le cheval est droit jointé ou court jointé. Idéalement, les pâturons doivent former un angle de 45 degrés avec le sol. Il faut savoir que l'angle de la muraille du sabot doit s'approcher le plus possible de celui formé par le pâturon. Un bon maréchal ferrant peut par conséquent corriger légèrement cet angle pour le maintenir aligné par rapport à l'appui du sol et à l'inclinaison du pâturon. Bien que cette partie des membres fasse rarement l'objet d'une grande attention, lorsqu'on juge la beauté et l'esthétique d'un cheval, son influence sur les aplombs et le système locomoteur de l'animal n'en demeure pas moins fondamentale, notamment dans le domaine sportif. Toutes ces informations vont donc permettre de réaliser une bonne évaluation de l'extrémité des membres d'un cheval. La plupart des races de chevaux qui existent aujourd'hui se sont spécialisées dans une discipline équestre, mais aucune comme le Zungerside. Ces chevaux si singuliers sont élevés dans la région de l'Anaken, en Belgique. C'est là qu'au début des années 70, on a commencé à regrouper et à sélectionner des chevaux selon leur performance en concours de saut d'obstacles. Cette écurie de compétition est ensuite devenue un haras reconnu dans le monde entier, spécialisé dans l'élevage des chevaux de saut d'obstacles. C'est 2 décennies plus tard, en 1992, que les premiers poulains élevés dans ce haras furent enregistrés dans le tout nouveau registre des chevaux Zungerside, le Studbook Zungerside était né. Aujourd'hui, le haras encourage les propriétaires de chevaux qui se distinguent dans les concours de saut d'obstacles à faire enregistrer leurs protégés au Studbook Zungerside, l'objectif étant ensuite de les mettre à la reproduction. Le Zungerside est le fruit de la volonté de son fondateur, Léon Melchior. Il a révolutionné le système d'élevage des chevaux de saut d'obstacles dans le monde, avec un principe de sélection très clair, basé essentiellement sur des critères de performance. Sous son contrôle, l'élevage s'est développé grâce à des connaissances à la fois techniques et pratiques qui ont fait de lui un véritable pionnier de l'élevage moderne des chevaux de sport. Le rêve de Melchior est donc devenu réalité. À l'enthousiasme de l'entrepreneur qu'il était à l'origine, il a su ajouter la précision d'un artiste et la passion d'un scientifique. Rapidement, les premiers chevaux issus de cet élevage ont fait les couvertures des magazines spécialisés qui analysaient les raisons d'un tel succès et détaillaient les qualités de ces chevaux déjà devenus presque imbattables. L'un des secrets du haras de Zungerside réside dans la connaissance très pointue du cheval de sport, elle-même dérivée d'une grande expérience en concours de saut d'obstacles. L'objectif est de produire des chevaux dont les qualités principales sont la détermination et l'efficacité. Les éleveurs se sont donc concentrés en particulier sur la discipline du saut d'obstacles, de plus en plus répandue en Europe.
En effet, la demande toujours croissante de chevaux spécialisés dans cette discipline en apporte régulièrement la preuve. Mais cette sélection est intervenue à une époque de grande mutation. Petit à petit, le projet initial a donc été enrichi par l'apport de nouvelles techniques, lesquelles se sont révélées très utiles dans le temps. L'idée originelle du haras de Zangerside était d'affiner sa sélection en regroupant des chevaux venus du monde entier selon leurs performances sportives. Les plus grands spécialistes de génétique équine ont donc été sollicités. Ces derniers ont notamment mis au point des techniques de reproduction très avancées. Le concept consistait à créer une structure d'élevage et un circuit de marketing sportif permettant de programmer la progéniture en fonction de la demande. La sélection d'un cheval Zangerside prévoit par exemple l'usage systématique d'examens radiographiques afin d'évaluer la correction et la régularité des membres et des articulations. Et puisque cet élevage de pointe tend vers la perfection, il a également recours au transfert d'embryons ainsi qu'à l'insémination artificielle. Des recherches sur l'hérédité des maladies et des affections chez le cheval sont également régulièrement effectuées afin de sélectionner les reproducteurs et garantir par conséquent la meilleure progéniture possible. Le Zangerside continue aujourd'hui de prospérer, malgré les critiques de certaines institutions et les polémiques inspirées par ce principe d'élevage si particulier. Les progrès effectués, attestés par l'obtention de résultats probants, ont non seulement permis au Studbook Zangerside de devenir un membre important de la famille des Studbooks européens, mais surtout d'être considéré comme une référence dans le monde du saut d'obstacles. Ces chevaux, au tempérament plein d'entrain, capables de développer une puissance explosive, forcent aussi l'admiration par leur singulière beauté. Malgré certaines réticences initiales, l'élevage Zangerside continue de faire ses preuves et se retrouve régulièrement sur le devant de la scène grâce à une production de chevaux de sport d'exception. Dans l'univers du cheval de sport, les éleveurs de Zangerside sont souvent considérés comme des précurseurs car ils œuvrent pour la création, à terme, d'une race de chevaux d'obstacles à part entière. Avec la création de ce studbook de chevaux de sport ouvert à toutes les races et sélectionnant sur la performance, les cavaliers et les éleveurs sont sans cesse plus nombreux à être séduits par le Zangerside. L'objectif commun est de contribuer au succès du Zangerside et de favoriser le développement d'un cheval de sport performant et moderne, réclamé à travers le monde entier. Le Western Pleasure est, comme son nom l'indique, une épreuve de l'équitation western. Les cavaliers doivent travailler au pas, au trot et au galop sur les deux côtés de la carrière et dans les deux directions. On juge en Western Pleasure la régularité, la fluidité et la qualité des allures du cheval, ainsi que son calme, sa disponibilité et la satisfaction qu'il donne à son cavalier. Le cheval est monté rêne longue, car le contact avec sa bouche doit être le plus léger possible. Son port de tête doit être naturel et ses allures rassemblées. Le binôme cheval-cavalier est jugé sur l'élégance, la fluidité et le confort qui se dégagent des trois allures. La régularité et l'équilibre sont plus importants que la vitesse. Il est donc très utile de connaître les caractéristiques de chacune des trois allures pour mieux comprendre les évaluations des juges dans la discipline du Western Pleasure. Le pas est l'allure naturelle la plus lente du cheval. C'est une allure marchée symétrique à 4 temps égaux. Le pas doit être régulier et ferme.
l'amplitude des foulées doit rester, elle, proportionnelle à la taille du cheval. Le trot est une allure naturelle, symétrique et sautée, à deux temps égaux, par bipèdes diagonaux alternés. En effet, le cheval saute d'un diagonal à l'autre. Le trot doit être équilibré et enveloppé, le cheval devant rester droit et maintenir cette rectitude. Il arrive cependant que certains chevaux marchent de l'avant et trottent de l'arrière simultanément, ce qui est considéré comme une allure défectueuse. Les juges demandent également aux cavaliers d'allonger le trot, appelé jog en western pleasure. Il faut donc accélérer l'allure, tout en gardant le cheval tranquille et sans jamais tomber au galop. Quant au galop, appelé aussi lop en western pleasure, c'est une allure sautée, asymétrique à 3 temps. On distingue le galop à droite et le galop à gauche. Le galop à 4 temps, assez fréquent à vitesse élevée, est lui aussi considéré comme une allure défectueuse. Les allures du cheval doivent être les plus agréables et confortables possibles. Ce dernier doit se montrer calme et détendu. Il doit en outre rester à une vitesse adaptée à son allure. Dans les 3 allures, la tête et l'encolure doivent être portées à une belle hauteur, de la manière la plus naturelle possible. Un bon cheval de western pleasure doit avoir des foulées fluides d'une longueur raisonnable, proportionnelle à sa grandeur et à sa conformation. Il doit aussi couvrir une distance raisonnable avec le minimum d'effort. Idéalement, il doit répondre aux moindres demandes, ne pas perdre son sang-froid et rester constant dans ses allures. La douceur des mouvements et la régularité des allures sont les principaux critères d'évaluation d'un cheval de western pleasure. Le port de tête, on l'a dit, doit être naturel et élégant, ni trop haut, ni trop bas. L'idéal, c'est que la pointe des oreilles se retrouve au niveau du garrot. Le chanfrein du cheval ne doit jamais être trop en arrière, comme s'il était intimidé, ni trop en avant, comme s'il opposait une résistance à son cavalier. La nuque doit être au même niveau, ou légèrement plus élevée que le garrot. Le cheval doit dégager une impression d'aisance, avoir une expression vive et les oreilles alertes. Les chevaux, on l'a dit, sont montés rênes longues, car le contact de la main du cavalier sur sa bouche doit être le plus discret possible. Il doit répondre aux changements avec fluidité. Lorsque les juges demandent d'allonger une allure, le cheval doit aller plus vite tout en gardant un bon rythme et bien sûr sans casser son allure. Les juges évaluent les performances, la condition et la conformation du cheval. En général, ces 2 derniers critères représentent 20% de la note finale. Certains juges demandent parfois aux chevaux d'allonger également le pas, et ce, dans les 2 directions. En fin d'épreuve, les juges demandent généralement aux chevaux d'effectuer un reculé. Ils doivent là aussi s'exécuter avec calme avant de s'immobiliser en douceur. Les juges tiennent compte dans leur notation des erreurs commises qui sont plus ou moins pénalisantes. Des allures trop rapides ou trop lentes, un cheval qui remue la tête ou tire sur le mors, une erreur dans les changements d'allure, un retard trop important dans les transitions sera également pénalisé. Galoper sur le mauvais pied ou passer à un galop à 4 temps. Une mauvaise impulsion au trot qui conduit le cheval à marcher de l'avant. Casser l'allure sans que cela ait été demandé. Ne pas repasser au pas lorsque les juges le demandent. Un cheval peut par contre être éliminé de l'épreuve si son port de tête est trop bas, c'est-à-dire si la pointe des oreilles se trouve plus basse que le garrot. Le port de tête trop haut, avec l'encolure excessivement tendue, est lui aussi éliminatoire.
Le western pleasure peut, à première vue, sembler une discipline facile, mais en réalité il n'en est rien, car elle requiert de grandes qualités techniques, aussi bien de la part du cavalier que du cheval, ainsi qu'une patience à toute épreuve. Le cheval et son cavalier sont souvent unis par un lien très étroit, un rapport quasi fusionnel. Le cheval devient en quelque sorte le prolongement de son cavalier, lequel accompagne les mouvements de sa monture, comme si l'un et l'autre ne faisaient qu'un. La rapidité, la vigueur et la grâce du cheval ont de tout temps nourri et inspiré l'imagination de l'homme, à commencer par la mythologie grecque, où l'on trouve des créatures mi-homme, mi-cheval, les célèbres centaures. L'homéopathie se caractérise par sa capacité à prendre en compte cet aspect fusionnel de la relation entre l'homme et le cheval. En tant que médecine vitaliste, sa conception de la santé, de la maladie et de son traitement est radicalement différente de celle de la médecine traditionnelle. Si l'homéopathie est parfois décriée, c'est par ignorance ou par manque d'information. Cette médecine est hélas discréditée par des charlatans qui vendent des traitements miracles et trahissent la confiance de patients atteints de maladies graves. Ce faisant, ils portent préjudice à l'homéopathie. La maladie correspond à une altération de l'équilibre de l'organisme. Elle peut affecter aussi bien le système nerveux que le système sensitif, modifiant ainsi l'état normal du corps ou du psychisme. Ces déséquilibres s'observent à travers diverses réactions et se manifestent par des états tels que l'apathie, l'indifférence, l'irritabilité, la colère ou l'ennui. Les homéopathes sont habitués à percevoir ces changements d'attitude avant qu'ils ne dégénèrent en symptômes physiques. Dans le cas des chevaux, les propriétaires comme les cavaliers doivent savoir détecter ces changements afin d'éviter toute complication. Un cheval spécialiste du saut d'obstacle qui refuse une barre. Un autre qui d'habitude se dépense sans compter et montre brusquement des signes de lassitude. Ou bien encore un cheval réputé pour sa douceur et sa tranquillité qui devient subitement nerveux. En temps normal, il est d'usage de faire appel à un vétérinaire seulement après l'apparition des premiers signes cliniques, tels qu'une montée de fièvre, une douleur ou une boiterie. L'homéopathie, elle, est surtout préventive. Elle permet d'abord de rétablir l'équilibre de l'organisme avant de le guérir dans le cas où la maladie s'est déjà manifestée. Hahnemann, l'inventeur de l'homéopathie, proposa une observation différente des êtres vivants, semblable à celle des médecins de l'Antiquité, comme Hippocrate notamment. Il a observé ce qu'il a appelé des changements immatériels dans la manière d'être, de sentir et d'agir du patient. Il a étudié les manifestations de ces altérations pour mieux en décrire les signes et les symptômes. Voilà pourquoi on dit que le malade parle. Lorsqu'il est en bonne santé, le cheval est parfaitement équilibré et son organisme tout entier est en harmonie, aussi bien physiquement que psychiquement. Les chevaux peuvent ressentir de la tristesse, de la joie ou de la colère, en même temps que des envies ou des désirs qui les poussent à distinguer ce qui est bon ou mauvais pour eux. On peut donc savoir dans quel état de forme ils se trouvent en observant leur comportement. L'homéopathie peut être appliquée à tous les animaux. Elle est particulièrement efficace durant la période de sevrage,
et permet d'atténuer le stress des poulains et des juments. Elle améliore en outre la cicatrisation et limite les risques de kéloïdes, de mélanome et d'autres affections de la peau. Elle favorise aussi le bon fonctionnement du système digestif, ce qui réduit les risques de coliques. Enfin, elle permet aux animaux de mieux supporter les déplacements et les transferts. Chaque animal est différent des autres et possède son propre caractère. La recherche de la totalité des symptômes et la personnalisation du traitement permettent d'obtenir d'excellents résultats. L'avantage du traitement homéopathique, à la différence de la médecine chimique ou allopathique, est qu'elle ne provoque pas d'intoxication et ne présente pas d'effets secondaires. Toutefois, lorsque la maladie ou le trouble a atteint un stade avancé, certains médicaments traditionnels, les médicaments génériques, peuvent s'avérer efficaces et nous ne sommes pas contre leur utilisation. Pour le bien de nos chevaux, nous conseillons fortement de consulter un homéopathe dès que possible. De cette manière, on pourra observer la capacité de cette médecine à rétablir l'équilibre de l'organisme et à améliorer l'état général, comme psychique, du cheval, lequel va retrouver des performances physiques optimales sans aucun dopage dangereux. Lorsqu'on estime qu'un poulain a suffisamment été entraîné au sol et qu'il est désormais devenu assez calme, alors le moment de le monter est arrivé. Jusque-là, tout a été assez simple, car faire travailler un cheval au sol ne présente a priori aucune difficulté majeure. Quant au risque de chute, il est par définition inexistant. Mais les perspectives changent dès lors qu'on se retrouve en selle et il faut s'y préparer. Il faut également toujours garder à l'esprit que chaque cheval est unique et que son histoire et son éducation lui sont propres. Cependant, monter en selle représente davantage un changement pour le cavalier que pour le poulain. Pour commencer, il faut savoir que la façon la plus sûre de monter un poulain pour la première fois consiste à l'attacher à la sangle ou à la selle d'un autre cheval, lui-même connu pour son calme et sa docilité. Dans ce cas-là, les rênes ne sont d'aucune utilité et le cavalier peut s'accrocher à la selle avec ses 2 mains afin d'habituer le poulain à sentir une présence sur son dos. L'autre cheval va se mettre à marcher. Il faut alors inciter notre poulain à l'imiter en lui donnant des jambes. Quand l'autre cheval freine, on peut pousser le poulain à faire de même en utilisant tout doucement les rênes. Petit à petit, nous allons gagner sa confiance. Puis, il faut commencer au fur et à mesure à détendre la corde qui le relie à l'autre cheval, jusqu'à le libérer complètement pour rester seul avec lui. Il est aussi possible d'attacher le poulain à un poteau pour mieux observer et connaître ses réactions au moment de le monter. Il faut veiller toutefois à ne pas l'attacher avec une corde trop longue, qui peut occasionner des blessures. Cette méthode présente l'avantage pour le cavalier de pouvoir contenir le poulain dans le cas de réactions inattendues, voire violentes de sa part. Si l'on se sent suffisamment en sécurité et que le poulain semble être calme, on peut demander à une tierce personne de le tenir pour nous permettre de monter plus facilement en selle. Cette personne sera chargée de maintenir le poulain en position et de le contrôler si besoin au moment de prendre les rênes et de chausser les étriers. Elle peut également mener le poulain en main, tandis que nous lui donnons des jambes. Il est donc recommandé de faire appel pour ce besoin précis à une personne ayant déjà une certaine expérience des chevaux. En revanche, si l'on considère qu'il est inutile d'attacher le cheval ou de faire appel à une personne extérieure pour nous faciliter la tâche, alors on peut monter seul en selle sans aucune aide. Il faut veiller, cependant, à ce que l'enrainement abaisseur, comme un chambon par exemple, soit bien fixé à la sangle. Et si besoin est, selon l'état de nervosité de notre poulain, on peut utiliser une corde pour l'inciter à maintenir sa tête fléchie.
Nous sommes bien conscients que ces éléments d'attache ne devront plus être utilisés à l'avenir, mais ils peuvent se révéler utiles pour faire connaissance avec le cheval, car ils permettent de contrôler des réactions violentes comme les ruades. Il est ainsi conseillé les premières fois que l'on monte le poulain de tenir le filet avec la main gauche pour l'inciter à tourner la tête dans notre direction. Avec la main droite, on tient les rênes et l'on s'agrippe à la partie avant de la selle pour monter plus facilement. En poussant avec les jambes et en prenant appui sur l'étrier, on atteint le centre de la selle sur laquelle on va s'appuyer. Il est très important de faire peser notre poids sur la selle et non sur l'étrier, essentiellement pour ne pas gêner le poulain. Dans cette position, il est également plus facile de descendre si cela est nécessaire. On apprend aussi à rester en équilibre sur le dos du cheval, précisément là où plus tard nous devrons nous tenir en selle. Avec la main droite et sans lâcher le filet, il faut ensuite essayer de pousser le cheval à aller de l'avant. Donner de la voix peut aussi parfois s'avérer utile. Rappelons que lorsqu'on s'agrippe trop au filet, on freine le cheval et on l'empêche d'avancer. Il faut donc contrôler le filet d'une main légère pour permettre au cheval d'aller de l'avant. Si le cheval, durant cet exercice initial, se montre calme et ne manifeste aucune irritation, alors on peut envisager de le monter de manière traditionnelle. Il faut donc relâcher la main du filet, tout en gardant le contrôle du cheval à l'aide des rênes. Les premiers mouvements doivent s'effectuer au pas et en cercle. Pour faire freiner le poulain, il faut tirer sur la rêne extérieure et donner l'indication de freiner avec la rêne intérieure. On va vite se rendre compte qu'initier et conclure un mouvement avec les jambes n'est pas plus difficile que ça, et que le cheval s'exécute sans résister. Il faut lui donner des jambes pour l'inciter à avancer tout en maintenant les épaules en arrière. Une fois que le cheval se détend, on peut alors lui demander d'allonger le pas, puis tout doucement de partir au trot. Le cheval a donc finalement dépassé sa nervosité initiale. Il est désormais prêt à être monté. Un bon cavalier doit être capable, une fois en selle, de bouger son corps, ses jambes et ses mains de manière indépendante. Pour partir au galop à l'arrêt, le cavalier doit utiliser ses jambes afin de stimuler sa monture, reculer légèrement son corps et détendre légèrement les rênes. Pour freiner, en revanche, il doit se redresser, ouvrir les jambes et transmettre au moyen des rênes l'ordre au cheval de s'arrêter. Chez les débutants, les aides peuvent provoquer involontairement l'effet inverse de celui qu'elles sont censées produire. Il est normal de voir des cavaliers penchés en avant, presque en position fœtale, qui cherchent à pousser leur monture au galop. Cette position leur permet de mieux rebondir sur la selle, même si elle procure également une très forte sensation d'instabilité. Pour éviter de tomber, le cavalier a souvent une réaction instinctive, celle de se pendre aux rênes. Indépendamment de ce réflexe courant, tirer exagérément sur les rênes peut provoquer chez des chevaux sensibles des réactions virulentes et provoquer une chute violente. Les exercices d'assiette, entre autres, permettent aux cavaliers débutants de faire travailler une fois en selle chaque partie de leur corps de manière autonome. Avant toute chose, il faut que l'élève travaille son assiette au pas pour qu'il s'habitue à soutenir son propre corps à la seule faveur de ses jambes sans se servir de ses mains. Il doit donc commencer par mettre ses mains derrière la nuque, les coudes ouverts, en regardant droit devant lui. En ouvrant ses coudes et en regardant vers le haut, son dos va se redresser. Dans cette position, sa poitrine se gonfle et il va alors sentir ses ischions entrer en contact avec la selle, ce qui va lui permettre d'accompagner correctement les mouvements de sa monture.
En pointant les coudes vers l'avant, la colonne vertébrale se fléchit et le corps se porte lui aussi en avant, tandis que les fesses se soulèvent. Dès que le cavalier débutant trouve sa position idéale, il faut lui demander de faire pivoter son buste d'un côté puis de l'autre. Il devra à chaque fois effectuer une double rotation, d'abord pour pivoter, ensuite pour allonger et étirer sa colonne le plus possible. Il faut lui faire répéter l'exercice 10 fois de chaque côté. Cette double rotation du corps fait également travailler les muscles de l'intérieur des jambes. L'exercice suivant consiste pour le cavalier à tendre ses deux bras en avant. Il devra ensuite les relever avant de les tendre de nouveau vers l'avant, accompagnant les mouvements avec sa tête. Dans ce cas, il va étirer son dos en alignant sa colonne. Le cavalier ne doit pas plier ses coudes lorsqu'il soulève ses bras, au risque de ne pas faire travailler son dos. Il doit également veiller à ne pas porter ses jambes en avant quand il regarde vers le haut, réflexe courant chez les cavaliers débutants. En regardant vers le haut, le cavalier cesse de regarder le cheval. Au début, c'est une sensation assez étrange, mais lorsqu'il y parvient, c'est le signe qu'il a atteint cette indépendance des mouvements tant recherchée. 2 ou 3 sessions d'exercice, de 10 mouvements chacun, permettent de réaliser un bon entraînement. Une fois que le cavalier a appris à effectuer ces exercices et les réalise correctement au pas, il lui est conseillé de les répéter en passant cette fois au trot. Cela représente un petit challenge, car le fait de ne pas pouvoir se tenir aux rênes favorise et accélère le processus d'apprentissage. Et quand le moment sera venu de reprendre les rênes, il ne devrait plus y avoir de problème. Les exercices d'assiette sont essentiels pour tous les cavaliers. Il est donc recommandé de réaliser des sessions de 15 minutes en préambule du travail quotidien, et cela à chaque fois que l'on monte. Cela va permettre au corps de s'habituer et de se familiariser avec la selle, et au cavalier de mieux suivre les mouvements de sa monture. Outre tous ces avantages, nous pensons également qu'il est inconcevable, dans un cours d'équitation, de fournir simultanément à un débutant une selle, des rênes et des étriers sans distinction. Il nous semble plus opportun de démarrer la séance par quelques exercices préalables d'assiette. La croissance d'un poulain dépend de son alimentation et de ses conditions d'élevage, mais aussi et surtout de la lactation de sa mère jusqu'à 3 mois. En effet, la qualité et la quantité du lait qu'un poulain reçoit de sa mère a un rôle fondamental sur sa croissance. Il est donc nécessaire de rappeler que l'alimentation du poulain doit être suffisante et équilibrée, notamment durant ses 3 premiers mois de vie. Le temps passé avec sa mère constitue un facteur aussi déterminant dans la croissance du poulain que la qualité de son alimentation. Il peut parfois arriver qu'une jument mette bas alors qu'elle est encore en train d'allaiter. Dans ce cas, le poulain qui vient de naître recevra un lait moins riche et en moindre quantité. Pour cette raison, il est conseillé de sevrer les poulains au moins 3 mois avant la prochaine mise bas de la jument. De cette façon, la jument pourra reprendre des forces et ainsi favoriser le bon développement du fœtus dans son ventre. De ce fait, toutes les protéines du lait qui allaient auparavant nourrir le premier poulain participent désormais à la croissance du fœtus durant le dernier trimestre de gestation. C'est le lait que le poulain boit au cours de ses premières 24 heures de vie qui est le plus important. Ce lait, appelé colostrum, est vital pour le poulain car il est riche en anticorps et participe donc au développement de ses défenses immunitaires.
Même s'ils continuent de boire le lait maternel, les poulains commencent dès l'âge de 3 mois à manger de l'herbe, car leur flore intestinale, indispensable à la digestion, se sera alors développée. À ce moment-là, la jument doit produire une quantité très importante de lait, car les poulains sont déjà grands, et l'avoine et le blé ne sont pas suffisants pour les nourrir. Entre le 3e et le 5e mois, le rapport entre le lait et les autres aliments s'inverse. Les poulains se nourrissent alors surtout d'herbe ou de fourrage, ainsi que de compléments concentrés, mais seulement très peu de lait. C'est en général à cette période, vers 6 mois, que se produit chez la jument la baisse de lactation. La qualité et la quantité du lait de la jument diminuant donc au bout de 6 mois, il est d'usage de commencer le sevrage des poulains à ce moment-là. Mais de plus en plus d'éleveurs s'efforcent de favoriser un sevrage doux et progressif, qui intervient donc plutôt vers 8 mois. Lorsqu'ils sont élevés au pré, il est recommandé de sevrer les poulains dès que l'herbe vient à manquer pour les juments. En effet, il faut privilégier dans ce cas l'alimentation des juments, car il existe toujours des compléments d'alimentation pour les poulains. Si une jument qui allaite est sous-alimentée, cela provoque chez elle un déficit énergétique responsable de la mise en sommeil de l'activité ovarienne et donc une absence de chaleur. Avec des juments reproductrices d'un certain âge qui mettent bas chaque année, il est toujours conseillé de les nourrir aux côtés de leurs poulains. 15 jours à peine après être né, on se rend rapidement compte que le poulain commence à manger la même nourriture que sa mère. Et, au bout de 40-45 jours, la quantité de nourriture qu'il ingère est déjà remarquable. C'est le moment qu'il faut choisir pour commencer à introduire du lait en poudre dans ses aliments. On peut ensuite facilement observer que le poulain mange sans difficulté ce lait en poudre, ajouté par exemple à du bon foin, et qu'il n'est donc pas nécessaire de lui donner du lait avec un biberon. Une fois que le poulain s'est habitué à cette alimentation, généralement vers 60 jours, on peut commencer à l'éloigner de sa mère pour permettre à cette dernière de se reposer et de récupérer des forces, afin de pouvoir à nouveau pouliner l'année suivante. En prenant les précautions nécessaires et en respectant certains délais, il est toujours possible de nourrir correctement la jument et son poulain.